Elles nous promettent une véritable révolution bancaire. Des tarifs défiant toute concurrence, une simplicité presque déconcertante, et tout ça juste là, au bout des doigts, sur un téléphone. Voilà la promesse en tout cas des néobanques. Mais bon, derrière cette belle vitrine de modernité et de facilité, il y a une question qui se pose, une question cruciale. Si tout est si simple, si rapide, quel est le véritable coût? C'est ce qu'on va regarder de plus près. Et attention, on ne parle pas d'un petit phénomène de niche. Regardez bien ce chiffre, 160 millions. C'est le nombre de clients que les néobanques ont réussi à séduire à travers l'Europe. Autant dire que leur poids est absolument colossal. Alors, comment expliquer un tel succès? Qu'est-ce qui a fait qu'on se rue dessus? En fait, il y a deux raisons principales. D'abord, les coûts, qui sont extrêmement bas. Prenez N26 par exemple, qui propose des comptes à partir de 0 € par mois. Et puis bien sûr, il y a la facilité. Tout se gère depuis une seule application. La commodité absolue. Et quand on compare avec les banques traditionnelles, eh bien le contraste est juste saisissant. D'un côté, la lenteur, les frais, de l'autre, on ouvre un compte en quelques minutes et les fonctionnalités mobiles sont souvent bien plus performantes. Forcément, ça se voit dans les chiffres. En France, on a quasiment un client sur 3 qui a un compte en ligne. Et en Allemagne, c'est encore plus fou. C'est presque une nouvelle ouverture de compte sur 2. C'est une vraie déferlante. Mais voilà, cette course effrénée à la croissance, elle a un côté beaucoup plus sombre. Parce que cette rapidité, cette simplicité, eh bien, elles ont aussi ouvert des brèches, des failles de sécurité énormes. Et certaines de ces plateformes sont devenues, faut le dire, un véritable paradis pour les fraudeurs. Et ça, ce n'est pas une simple supposition de ma part, C'est un avertissement qui vient tout droit d'Europol, l'agence de police européenne. Ce qu'ils nous disent, en gros, c'est que la croissance a été tellement rapide qu'on a un peu oublié la sécurité en chemin. Et les conséquences, elles, sont bien réelles et souvent très graves. Alors concrètement, comment les criminels s'y prennent? Le processus est d'une simplicité alarmante. Étape 1, ils volent des papiers d'identité. Étape 2, avec ces papiers, ils ouvrent un compte frauduleux, en quelques minutes. Étape 3, ils reçoivent de l'argent sale sur ce nouveau compte. Et enfin, étape 4, ils blanchissent l'argent en le transférant ailleurs. Un jeu d'enfant. Pour trouver ces fameux documents d'identité, il y a une technique qui est malheureusement très efficace, la fausse annonce de location. Des escrocs postent une annonce pour un super appart, un appart qui n'existe pas en fait, et demandent aux candidats d'envoyer tout leur dossier, carte d'identité, fiche de paie, avis d'impôt, la totale. C'est l'histoire vraie d'un jeune homme qui s'est fait voler toute son identité comme ça. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment problématique, le décalage en matière de sécurité. Il faut savoir que les acteurs les plus sérieux du secteur ont mis en place la vérification par selfie dès 2018. Pourtant, la néobanque Sogexia, où l'identité des victimes dont on parle a été usurpée en février 2024, eh bien, ils ont attendu mai 2024 pour rendre cette vérification obligatoire. 6 ans. 6 ans de retard, c'est une porte grande ouverte laissée aux criminels. Parce qu'au-delà de la technique, des mécanismes, il y a des gens, des vraies personnes. D'un côté, les mules financières, souvent recrutées parce qu'elles n'ont pas le choix, et de l'autre, des clients tout à fait honnêtes qui se retrouvent piégés. Le coût humain, il est là. Et il est lourd. Alors, une mule financière, c'est quoi exactement? C'est un terme qu'on entend de plus en plus. En fait, c'est quelqu'un qui accepte de recevoir de l'argent sale sur son compte pour ensuite le transférer à quelqu'un d'autre, souvent contre une petite commission. Le problème, c'est que cette personne devient un maillon crucial de la chaîne de blanchiment et elle prend des risques énormes, souvent sans même s'en rendre compte. Et écoutez bien cette phrase, elle vient d'un recruteur sur Telegram. Ça fait froid dans le dos. Il dit « C'est simple, on achète des comptes à des gens en situation un peu précaire, on leur donne 200 €. C'est la définition même d'un système prédateur. On cible des gens qui sont dans le besoin, on exploite leur misère pour quelques centaines d'euros et on les expose à des poursuites judiciaires très sérieuses. Mais la question, c'est pourquoi les néobanques en particulier? La réponse la plus claire, elle vient des escrocs eux-mêmes. Pour eux, une banque classique, comme la Société Générale, c'est compliqué, c'est trop sécurisé. Alors qu'une néobanque, comme Nirio, c'est rapide et pas sécurisé. Voilà. Leur choix est purement stratégique. C'est la voie de la facilité. Et c'est là qu'on met le doigt sur le cœur du problème, c'est le grand écart. D'un côté, vous avez Nirio qui vous fait une promesse marketing, un compte en moins de 10 minutes. Et de l'autre, vous avez le régulateur français, l'ACPR, qui dit « Attention, pour faire les vérifications correctement, il faut au minimum 20 minutes ». On voit bien que cette course à la vitesse se fait en sacrifiant les contrôles de base. Maintenant, changeons de perspective, parce que les victimes ne sont pas seulement celles qui se font voler leur identité. Il y a aussi les clients parfaitement légitimes, comme Romain. Lui, du jour au lendemain, il a vu son argent bloqué, sans aucune explication. Victime, en quelque sorte, d'un algorithme de sécurité qui s'est emballé. L'histoire de Romain, elle est édifiante. Son salaire, bloqué, pendant plus de 2 mois. Et pour essayer de comprendre, son seul interlocuteur, c'était un chatbot.
un robot, qui lui envoyait des réponses toutes faites, complètement à côté de la plaque. C'est l'exemple parfait de l'impuissance du client face à un système qui est devenu totalement déshumanisé. Bon, alors sortons un peu de ces cas individuels pour regarder le tableau d'ensemble. On va essayer de comprendre les failles du système et les pressions qui existent à l'intérieur même de cette industrie. Et les chiffres, là encore, parlent d'eux-mêmes. Les amendes pleuvent. Regardez, 9,2 millions d'euros pour N26, 3,5 millions pour Revolut et Monzo, 24 millions d'euros. Ce sont des sommes colossales. Ça montre bien deux choses, que le problème est très répandu et que les autorités commencent à taper du poing sur la table. Et pour bien comprendre à quel point les contrôles étaient parfois légers, l'exemple de Monzo est incroyable. Leur système de vérification était tellement faible que des gens ont réussi à ouvrir des comptes en donnant comme adresse Buckingham Palace ou le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique. On pourrait en rire si le sujet n'était pas aussi sérieux. Et pourquoi de telles failles? On a le témoignage d'un ancien employé de Monzo qui nous donne une clé de lecture. Il explique que la pression pour être productif était énorme. Il fallait traiter un certain nombre de dossiers par heure. Et forcément, quand on doit aller vite, très vite, la qualité du travail en pâtit. Encore une fois, la rapidité avant la rigueur. Évidemment, les fraudeurs, eux, sont de plus en plus malins. Ils s'adaptent. Regardez cette technique, l'arnaque à la société écran. On crée un faux site de e-commerce, ici Arlang Beauty, ça a l'air tout à fait légitime. Avec ça, on ouvre un compte pro chez une néobanque, Wix dans ce cas, et derrière cette façade, le compte sert en fait à vendre des produits illégaux comme des médicaments sur ordonnance. Alors, pour prendre un peu de hauteur, il faut bien comprendre que ce problème, cette crise, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça du jour au lendemain. En fait, il y avait des signaux d'alarme depuis longtemps. Tracfin, le service anti-blanchissement français, tirait déjà la sonnette d'alarme en 2019. On est plusieurs années plus tard et non seulement les problèmes sont toujours là, mais ils se sont même aggravés. C'est la preuve que les avertissements n'ont pas vraiment été écoutés. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question fondamentale. Oui, les néobanques ont secoué un secteur bancaire un peu endormi. Oui, elles ont apporté de la simplicité, de la commodité, c'est indéniable. Mais dans cette course folle à l'innovation, à la croissance à tout prix, on est en droit de se demander, au final, qui paye la facture? Qui paie le vrai prix de cette disruption?